Parce que le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un système de fausses factures. Un montage financier mis en place par la société de communication Big Malion, dirigée par des proches de Jean-François Copé, l'un des cadres du parti. Il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Il n'y a jamais de bonnes économies, personne ne les supporte. Combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé? Parce que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. Oh là là. Comme toujours, quand la droite ne peut plus faire semblant de ne pas voir qu'à force de distribuer des milliards d'euros au patronat et aux nantis, elle a creusé un énorme trou dans les dépenses publiques, cette même droite, fidèlement secondée par des journalistes d'accompagnement biberonnés aux aides publiques, se met à hurler qu'il est temps de faire des économies. Mais bien sûr, il n'est pas question de reprendre aux riches les cadeaux qui leur ont été faits, de sorte que le seul moyen de combler le déficit est de s'en prendre aux pauvres. Les taxes, magnifiques taxes. Depuis quelques jours, de hautes intelligences rivalisent donc d'inventivité pour proposer des solutions permettant de faire combler par les Français les plus modestes le déficit creusé par les libéralités consenties aux Français les plus aisés. Sire, vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent. Vendredi dernier, par exemple, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, Bonjour. donnait une conférence à Saint-Raphaël, dans le département du Var, dans le cadre des Rencontres de l'avenir. L'organisateur de ces rencontres, l'éditocrate Nicolas Bouzou, a accueilli cet hôte de marque en lui expliquant, au nom de toutes les personnes présentes dans la salle, et avant de louer sa hauteur de vue et sa profondeur, que c'était un honneur et un plaisir de le recevoir, et que c'était aussi une joie à titre personnel. Quel plaisir, au nom de toutes les personnes présentes dans la salle, quelle joie à titre personnel, je me permets de vous le dire. On a tellement besoin aujourd'hui de votre hauteur de vue, de votre profondeur, de votre analyse, que vraiment, ce moment très privilégié qu'on a le bonheur de partager avec vous, je vous en remercie du fond du cœur, vraiment. Et je vous demande encore une fois d'applaudir le président Sarkozy. Le maître est mon ami. Bien évidemment, il n'a en revanche pas dit un mot des multiples condamnations de cet invité d'exception. Profitant de cette ambiance chaleureuse, Sarkozy a vomi sa bile sur les professeurs des écoles, avant d'ironiser « Je sais bien qu'il faut préparer les cours, maternelle grande section ». C'est 24 heures par semaine. Mais François-Xavier, ce qu'on ne dit pas, 6 mois de l'année. Alors je sais bien, il faut préparer les cours. Maternelle grande section. Ouais, c'est marrant. Puis de conclure, Il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. pour faire des économies, il conviendrait donc, d'après Sarkozy, et dans un moment où le manque de professeurs se fait partout sentir et a des répercussions dramatiques sur la scolarité des élèves, de recruter moins d'enseignants, et en particulier moins de professeurs des écoles, puisque ces derniers sont, d'après l'ancien chef de l'État, payés à ne travailler que 6 mois par an. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Fort bien. Mais combien gagne un professeur des écoles ? Selon le site du ministère de l'Éducation nationale, son salaire brut en début de carrière et une fois qu'il a terminé son stage est de 2 196 € bruts mensuels. C'est-à-dire que cet enseignant coûte, si nous multiplions cette somme par 12 et rajoutons les charges, quelques dizaines de milliers d'euros par an à la collectivité. Tu gagnes un max ? Ouais, ce qu'il faut pour vivre décemment. C'est une somme qui n'est pas négligeable, mais combien coûte Nicolas Sarkozy à cette même collectivité ? Pour le découvrir, il faut se pencher sur le décret numéro 2016-1302 du 4 octobre 2016, relatif, je cite, au soutien matériel et en personnel apporté aux anciens présidents de la République. Ce court texte législatif, peu connu mais tout à fait intéressant, stipule notamment que pendant les 5 années qui suivent la cessation de leurs fonctions, il est mis à disposition des anciens présidents de la République 7 collaborateurs permanents,
mais aussi et surtout qu'au-delà des 5 années qui suivent la cessation de leurs fonctions, ces anciens présidents peuvent continuer à disposer de 3 collaborateurs permanents et de locaux meublés et équipés dont le loyer, les charges et les frais généraux sont pris en charge par l'État. Tous les services dont le palais dispose vous sont accessibles, entre autres le service en chambre 24 heures sur 24. Attention supplémentaire, les anciens présidents de la République bénéficient pour leurs activités liées à leurs fonctions d'anciens chefs de l'État de la prise en charge des frais de réception ainsi que des frais de déplacement pour eux-mêmes et un collaborateur. Et bien sûr, les dépenses liées à leur protection et à leur sécurité sont prises en charge à vie par le ministère de l'Intérieur. Pour la seule année 2022, Nicolas Sarkozy, qui profite bien sûr de ces différentes facilités, a ainsi coûté un petit peu plus d'1,5 million d'euros à la collectivité. Combien ? Pour le dire plus simplement, ce personnage qui accable les enseignants de son mépris en suggérant qu'ils sont payés à ne presque rien faire, coûte infiniment plus cher aux contribuables français qu'un professeur des écoles. Pour le dire autrement, avec l'argent que l'État dépense tous les ans pour assurer le train de vie de Sarkozy, on pourrait embaucher par exemple plusieurs dizaines de ces professeurs des écoles, dont le même Sarkozy explique qu'ils sont trop coûteux pour la collectivité. À droite, l'ancien président n'est bien sûr pas seul à réclamer des plans d'économie et à formuler d'audacieuses suggestions. Jean-François Copé, maire de Meaux, reprenant à son compte une mesure dont un récent rapport sénatorial soutenait qu'elle rapporterait quelque 2,4 milliards d'euros, propose quant à lui de supprimer un jour férié, et pas n'importe lequel, le 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice. Car, explique-t-il sans rire, il y a 1000 manières de commémorer sans pour autant ne pas travailler. Ou alors ça veut dire que nous avons 65 millions de Français qui sont au pied des monuments aux morts le 11 novembre. Ça se saurait. Bon. Cette logique imparable ouvre bien sûr d'intéressantes perspectives, puisqu'elle semble par exemple suggérer qu'il conviendrait que 65 millions de Français attaquent des prisons le 14 juillet, jour férié commémorant la prise de la Bastille. On va tout cramer, il faudra pas demander d'où ça vient. Bon, ben révolte. Dans la presse, c'est Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du très droitier Figaro Magazine, propriété du groupe Dassault, qui lance dans son dernier éditorial un long hurlement de rage contre ce qu'il appelle, je cite, « ces charges qui nous plombent ». Il écrit d'abord qu'il trouve excellente l'idée de supprimer un jour férié qui rapporterait environ 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires à l'État, écrit-il, car travailler collectivement un petit peu plus est nécessaire pour sauver notre modèle social. Mais selon lui, ça ne suffira pas. Car, écrit-il ensuite, supprimer un jour supplémentaire est une mesure dérisoire par rapport à l'ampleur des déficits et ne nous exonère pas de réformes structurelles. Et de préciser, des hôpitaux à la SNCF, de l'assurance chômage aux collectivités locales, il faut partout diminuer la dépense publique et arrêter enfin de ponctionner la France qui travaille. Cet éditorialiste engagé explique donc d'abord, et avec beaucoup de gravité, que c'est pour sauver notre modèle social que nous devons travailler plus. Mais juste après, trahissant le fond de sa pensée, il assène qu'il faut s'attaquer aux dépenses liées à la protection des chômeurs et des malades, et donc à notre modèle social, en insinuant que ce sont ces charges qui plombent ce qu'il appelle la France qui travaille. En d'autres termes, il suggère que c'est la protection des Français les plus fragiles, ceux qui sont sans emploi ou dont la santé est défaillante, qui creuse le déficit de la collectivité au détriment des salariés et aux frais des contribuables. Et cette façon de dresser les Français les uns contre les autres peut choquer, mais il y a du moins une chose qu'il faut reconnaître à Guillaume Roquette, même s'il est trop modeste pour s'en vanter, c'est qu'en matière de creusement du déficit public et de ponction des contribuables, il peut se prévaloir d'une authentique expertise, puisqu'en 2023, son journal, Le Figaro, a encore été gavé de plus de 10,5 millions d'euros d'aide publique. Ça fait beaucoup là, non ? Et surtout, le groupe Dassault, propriétaire de ce journal, et depuis sa création sous perfusion d'argent public, sans que jamais les contribuables ne puissent donner leur avis sur l'usage qui est ainsi fait de l'argent de leurs impôts. Pour prendre un seul exemple, déjà évoqué dans cette chronique, en 2011, 2 sénateurs, un sarkozyste et un socialiste, avaient constaté dans un avis passé trop inaperçu que le Rafale, l'avion de chasse du groupe Dassault, avait déjà coûté cette année-là la bagatelle de 43,5 milliards d'euros à l'État français. Là non plus, évidemment, les contribuables n'ont pas eu leur mot à dire. Et le Figaro, toujours si prompt à dénoncer ces charges qui nous plombent, s'est évidemment bien gardé de les informer du fait que l'une de ces charges, parmi les plus pesantes, puisque son coût s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'euros, était le financement du groupe Dassault, propriétaire du Figaro.
Mais il est vrai aussi qu'il serait beaucoup plus délicat d'exiger des salariés français qu'ils renoncent à un jour férié pour permettre à l'État d'économiser 2 à 3 milliards d'euros, si ces mêmes salariés savaient que les tartuffes qui formulent cette exigence leur coûtent quant à eux des dizaines de milliards d'euros. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Parce que le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine. On ne travaille pas assez dans la vie. On ne travaille pas assez dans le service public. Mais casse-toi, là, merci.